Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés. C'est l'instant de l'analyse à présent. Le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran vous permet donc de réagir à cette émission. Le 691 63 95 20. Le 691 63 95 20. Vos réactions sont attendues et nous allons prendre le soin de lire vos réactions. À présent, l'analyse du jour s'intéresse bien sûr aux banques. Pourquoi les banques n'accompagnent pas les entrepreneurs? Pourquoi ces banques n'accompagnent pas assez les entrepreneurs? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui pourrait justifier ce fonctionnement? Pourquoi les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne bénéficient pas vraiment de l'accompagnement de certaines banques? Avec nos analystes sur le plateau, avec bien sûr nos experts, avec nos panélistes, nous allons certainement vous apporter plus d'amples informations à propos de cette question ce matin. Vous également pouvez nous apporter des éclaircies à travers le numéro de téléphone que nous avons communiqué il y a quelques minutes, le 691 63 95 20. Alors Ibrahim, nous parlons d'entrepreneuriat aujourd'hui et nous nous intéressons à ces banques. Vous savez que pour bon nombre de jeunes, lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont souvent un souci. Le souci majeur, c'est le financement. Ils n'ont pas de financement. Tout le problème repose au niveau du financement. Et d'aucuns se rapprochent souvent des banques en croyant que lorsqu'il va se présenter devant une banque et dit bon, j'ai envie de mettre sur pied une structure, voilà ce que j'ai déjà fait, je n'ai pas d'argent, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Ils se disent que ça se passe très facilement et puis on vous donne de l'argent. Non, c'est pas vraiment ce qui se passe. Vous êtes expert en entrepreneuriat, votre réaction est largement attendue ce matin. Pourquoi les banques n'accompagnent pas assez les entrepreneurs? Nous restons dans le cas du Cameroun. Alors, si nous restons effectivement dans le cas du Cameroun, vous avez limité un certain nombre de choses. Oui, pour un départ, on va rester là parce que là, on n'intègre pas des paramètres de géopolitique. Alors, pourquoi est-ce que les banques n'accompagnent pas assez les entrepreneurs? En réalité, c'est un problème qui est lié à la philosophie des deux entités. La première entité qui est banque et la deuxième entité qui est entrepreneur. Oui. Vous savez, les entrepreneurs pensent en termes d'opportunités. Ils pensent en termes de vision, ils pensent en termes de projection. Oui. Donc quand il arrive voir monsieur le banquier, il lui dit, mais écoutez, j'ai une vision, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai besoin de 10, 15, 25, 30 millions pour la lancer. Mais le banquier ne regarde pas comme ça, monsieur Vanibia. Le banquier regarde en termes de risque et de capacité de remboursement. Voilà ce que le banquier regarde. Parce qu'il faut se dire que la banque, BIA, elle est comme une entité qui est un acteur dans l'épargne nationale et également un acteur de développement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte l'argent de tous les citoyens qui viennent ouvrir un compte, déposer de l'argent. Elle collecte de l'argent. Oui. Elle a de l'argent. Et l'une de ses missions, c'est de contribuer au développement. C'est-à-dire, elle doit le prêter à quelqu'un pour que le développement puisse se faire. Sauf que, il n'est pas admissible, monsieur Biya, que M. Mboké vient, il dépose 500 000 à la banque, et puis le lendemain, il dit qu'il veut son argent, il dit que bon, écoute, M. Mboké, votre argent là, j'ai prêté ça à quelqu'un, et à Alain Douk, il faut d'abord attendre que la fin de Alain Douk marche, et quand la fin de Alain Douk aura bien marché, tu pourras récupérer tes 500 000. Quel est le Camerounais qui va accepter ça? C'est inadmissible. Et donc, comme ce n'est pas l'argent du banquier et que c'est l'argent des citoyens qui ont la liberté de venir chercher leur argent comme ils veulent, quand ils veulent, parce que c'est leur argent, il faudrait en réalité qu'avant que la banque ne donne cet argent à quelqu'un d'autre qui a un projet, qu'elle se rassure d'un certain nombre de mécanismes. Et c'est là où se pose tout le problème. Oui. La banque ne finance pas les idées. Elle veut, quand tu viens de dire à un banquier, vraiment j'ai un projet innovant là, la question qui se pose à l'intérieur de son cœur sans te dire c'est, et tu fais comment pour me rembourser? C'est ça qui l'intéresse. Tu vas rembourser ça. Si tu n'as pas eu l'argent. Si non, écoute, c'est l'argent de Trouille. Comment est-ce qu'il va prendre l'argent de Trouille pour te donner? Si ce Trouille là vient lui dire que je vais récupérer mon argent, il y a une situation, il fait comment? Donc il est tenu là et il ne peut donc pas tout simplement parce que tu as une bonne idée, parce que tu as un projet, prendre des ressources et mettre à ta disposition. Non, c'est deux philosophies différentes. La première condition sine qua non qui fera en sorte qu'un banquier ou une banque décide de te donner de l'argent, c'est probablement ta capacité de remboursement. Ce n'est même pas ton projet que tu as rédigé là. C'est est-ce que toi tu es d'abord capable de rembourser l'argent que je suis sur le point de te donner. Parce que le risque il est énorme. Vous voyez un peu. Oui. Or, nous, les entrepreneurs, quand on a besoin de se lancer, on se dit, ok, je vais aller faire un tour à la banque. La banque ne finance pas les gens qui n'ont pas encore réussi. La banque ne finance pas les projets qui sont dans les tiroirs ou dans la mallette.
la banque finance quelque chose qui marche déjà, ou elle s'est rassurée que le risque est réduit et que l'argent là sera remboursé. Et donc, quelquefois, l'erreur que les jeunes entrepreneurs commettent, c'est d'aller vers la banque beaucoup trop tôt. Ils vont vers la banque lorsqu'il n'y a pas de traçabilité financière, il n'y a pas de flux de trésorerie. C'est-à-dire que la banque, elle finance des cash flows. Elle regarde ta trésorerie, elle se rassure qu'il y a des clients réels, ça entre, ça ressort, il y a des entrées, on peut se baser sur ça pour penser qu'on peut faire une projection avec ça. Mais la plupart des entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, ils n'ont pas de flux de trésorerie, ils n'ont pas d'argent qui monte, qui descend. Sur quoi est-ce que la banque se positionne donc pour prendre l'argent de monsieur Biya et d'aller les donner comme ça? Sur quelle base? La banque ne peut tout simplement pas. Et c'est la raison pour laquelle la banque, à chaque fois que tu viens la voir, elle te demande, ok, quand elle check ta capacité de remboursement, on regarde même ton salaire. C'est pour ça que ce sont les fonctionnaires qui parviennent facilement à avoir de l'argent à la banque parce qu'on va couper à la source. Il faut toujours qu'il y ait une capacité de remboursement. Elle regarde au niveau de la garantie. Est-ce que bon, il a les terrains? Est-ce qu'il a les immeubles? Est-ce qu'il a les champs? Parce que si le projet là ne marche pas, voilà, je fais comment pour rembourser ceux qui sont venus déposer leur argent à la banque? En fait, c'est ça l'enjeu, c'est ce positionnement de philosophie qui sont différents. La banque, elle est là pour accompagner les gens qui ont lancé quelque chose, ça a commencé à marcher, ça marche déjà, on peut vérifier que ça marche, et elle met l'effort pour que ça se développe davantage. Elle n'est pas là pour accompagner ceux qui n'ont rien commencé et qui ont une idée. Elle ne finance pas les idées. Aymeric, on parle bien sûr de ce phénomène, les banques qui n'accompagnent pas assez les entrepreneurs, les jeunes startups qui naissent. Maxime a d'ailleurs évoqué ici pas mal d'aspects, notamment le risque élevé, le manque bien sûr de garanties matérielles. Vous êtes jeune entrepreneur, est-ce que vous, lorsque vous préparez votre projet, votre financement, vous le mettez, vous pensez, du moins, vous mettez votre financement sur le dos de la banque? Est-ce que c'est ce qui devrait être fait? En réalité, non. Pour répondre à votre question, lorsque vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas besoin, en montant votre projet, compter sur un prêt. Parce que c'est vrai que les business, les hommes d'affaires ne fonctionnent qu'avec des crédits. Mais pour un début, on ne peut pas compter sur le crédit. Maintenant, je pense que le problème que la banque ne donne pas assez, n'accompagne pas assez les entrepreneurs, ne se situe pas au niveau du projet ou bien je vais dire ça comment, du projet récent ou bien quoi que ce soit. Non, je pense qu'il est plutôt au niveau du système d'encadrement. Parce que nos banques aujourd'hui au Cameroun n'ont pas une cellule de suivi de projet. Parce que, rappelons-nous, même ces banques-là, pour qu'on te donne de l'argent, il faudrait que la banque ne donne pas l'argent et croise sa main et attend parce que tu es venu déposer un titre foncier et croise sa main. Non, nous le voyons sous d'autres cieux, où la banque te donne un argent et te suit. Maintenant, au Cameroun, c'est difficile pour nous, les jeunes entrepreneurs, d'avoir des prêts parce que la plupart des jeunes qui montent des projets ne sont même pas suivis. Parce que pour que la banque te donne le prêt facilement, il faudrait déjà que l'État même de ton pays une main mise dedans. Et la plupart des jeunes entrepreneurs, lorsqu'on dit déjà que l'État doit être actionnaire de ton projet, on a déjà mis dans la tête, vu aussi l'image que nos dirigeants nous ont renvoyée, c'est que quand on vient, on entre dans ton projet, on s'en accapare et puis toi on te met dehors. Du coup, ça fait que les jeunes qui essayent de monter quelque chose se rétractent, préfèrent évoluer doucement, parfois hypothéquer les titres fonciers familiales, parfois hypothéquer peut-être les papiers de leur voiture pour avoir des prêts et tout ça là. Oui. Et c'est ça qui fait en sorte que l'octroi, et il faut aussi noter que l'économie du Cameroun, la plus, est dans le secteur informel à 80%. L'économie du Cameroun tourne dans le secteur informel. Donc au Cameroun, c'est difficile pour une banque de porter son argent et donner à un jeune entrepreneur. Un entrepreneur qui vient à peine de se lancer. Vous pouvez avoir même toute la paperasse, toute la traçabilité financière, comme mon frère Ibrahim le disait. Mais si déjà, dans ce carnaval de finances, on ne voit pas, je vais dire ça comment, des personnes ressources dans ce financement, on ne pourra pas. J'en connais des entrepreneurs dont le chiffre d'affaires sont moins de 200 millions qui tournent. Mais il a des difficultés à avoir un prêt à la banque. Ça veut dire que dans son carnaval,
dans ces traçabilités, je vais dire ça, c'est relevé fiscal. Lorsqu'on regarde, on ne voit pas des personnes ressources vraiment qu'on peut dire que oui, voilà. Si on lui donne l'argent, on peut arrêter peut-être, si on donne l'argent à Emric, on peut arrêter Ibrahim demain. Ah donc tu calcules qu'on vient de m'arrêter, voilà. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il faut des garants. Il ne faut pas toujours sûrement un cheat. Et maintenant, la plupart des jeunes entrepreneurs se lancent parfois et n'ont pas la culture de gestion des finances. Parce que tu peux même avoir sous ton fonds propre. Et généralement, la banque aussi parfois fait cette étude-là. Il te dit, bon, tu as dit tu as lancé avec 50 000. Ok, dans les 50 000, tu as géré les 50 000 là comment? Oui. Sur combien de temps? Oui. Est-ce que le personnel que tu gérais, il y a eu une crise? Comment tu as géré la crise? Comment? Pour savoir que même si moi, étant à la banque, j'ai une crise, oui. Tu pourras me comprendre et on essaye de compléter les trois ensemble pour évoluer. C'est culture que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui s'y lancent aujourd'hui n'ont pas. Et je pense que c'est pour cela que les banques au Cameroun sont réticents pour l'octroi des prêts. Permettez-moi d'ajouter un mot. En fait, dans le monde entier, hein, oui. Il y a au moins 60-80% des entreprises là, qui naissent, qui meurent au bout de 5 ans. Donc ça symbolise pour la banque que l'investissement de près de 60-80% va couler dans l'eau. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc leur réticence est véritablement assez prononcée. Bon, ce qui justifie le fait qu'il y ait des entrepreneurs en grand nombre qui meurent, il y en a plein de causes. Je crois que ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Je voulais juste poser un mot et laisser la parole aux autres intervenants. François Bocquet, nous avons des jeunes qui ont de très bons projets sur le plan entrepreneurial, mais qui ont des soucis de financement, qui n'arrivent pas à faire décoller leurs projets et qui se disent peut-être que c'est la banque qui est la solution, qui peut leur permettre de faire décoller leurs projets. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait démarrer son projet en pensant tout d'abord au financement de la banque? Et qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que nous constatons que les banques n'accompagnent pas véritablement assez les entrepreneurs? Ok, prenons le cas du Cameroun, puisque oui. C'est ce qui nous intéresse. Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une banque. Est-ce que tout le monde qui ouvre un établissement financier a vraiment une banque? Si c'est la banque, est-ce que c'est pour stocker l'argent, attendre l'argent que les gens ont travaillé, dont des salaires qui seront payés et prendre votre part oui. Et leur donner la leur? Ou alors cherche à avoir un package vous-même pour financer? Parce que la banque, c'est d'abord le crédit. C'est le crédit qui fait vivre une banque. Au Cameroun, le ministre Simi Meunier, quand il était aux finances, avait signé un texte pour rendre gratuit 21 services bancaires qui font que chaque mois, lorsque vous ouvrez un compte, vous perdez au moins 50 000. Parce que le banquier, il s'assoit, il prélève ceci, il prélève cela, il prélève cela. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'ouvrent pas des comptes bancaires. Parce que on parle de l'inclusion financière, les gens fuient les banques. 50 000, ça peut faire une affaire. Alors, donc, si, imaginez-vous que vous avez mis 600 000 dans votre compte courant, en fin d'année, vous n'aurez plus rien. Alors que 600 000, ça peut aider. Il y en a même qui ont renversé les valeurs. Vous mettez de l'argent dans un compte d'épargne et ils vous prélèvent également des sous au lieu de le rémunérer. Donc, il y a des cas au Cameroun, malgré la surveillance bancaire qui existe, qu'on n'arrive pas à bien cerner jusque-là. D'où aujourd'hui donc ce taux d'impayés au niveau des banques qui est élevé. On parle peut-être de 18% par rapport à un pays comme la RDC qui a 4%. Oui. Donc si on revient donc au fait, qu'est-ce que beaucoup de banques ont fait? Ne dites pas qu'il y a l'économie camerounaise est suffisamment dynamique pour être financée. Je vous prends toutes les grandes banques qui le sont devenues aujourd'hui ont d'abord été quoi? Des microfinances. Et pourquoi des microfinances? Parce qu'effectivement, l'économie est informelle. Il faut aller chercher. Est-ce qu'en donnant de l'argent à une dame qui a eu son petit endroit, qui vous fait du poisson tous les jours, mais elle n'a que 20 000, mais elle a un potentiel d'aller à 50 000 et avoir 100 000, en allant l'aider et la suivre, est-ce que vous pouvez assurer la survie de sa structure et donc développer? Parce que chaque fois qu'elle va passer de 20 000 à 21 000, oui. C'est l'économie qui gagne. Est-ce que les banques sont prêtes à cela?
Mais nos banquiers, c'est des gars qui sont chauds comme vous, qui sont assis dans des bureaux climatisés. Vous apportez un projet, il le lit dans son bureau. Il ne sait pas, vous êtes dans une banque depuis 10 ans, même votre gestionnaire ne se lève pas pour venir voir où se trouve votre bureau. Vous appelez ça banquier? Non. Ça, c'est un collecteur d'argent qui n'est pas différent d'un comptable, d'un caissier. C'est-à-dire, ça entre là, vous déposez aujourd'hui, demain, vous avez besoin de votre argent, vous venez le chercher. Il le positionne juste. Voilà. Donc, quand une banque veut faire donc, différemment, elle a donc son portefeuille crédit. Et puis, les banques sont appelées à aller s'endetter pour venir financer l'économie, donc les hommes d'affaires qui ont des projets et qui ont besoin de financement, et sur cet argent, donc, qu'il peut lui-même se rémunérer. Et c'est ce qu'on est en train de demander aujourd'hui. Vous avez vu notre une là, la banque camerounaise, la banque centrale du Cameroun est en train de se battre pour que aujourd'hui l'inclusion financière soit une affaire de tous. Pourquoi des gens sont enclins à aller faire ouvrir des comptes mobile money? Parce qu'on ne vous demande pas tout cela. On ne vous demande pas d'avoir un fonds de caisse de 50 000, un fonds de ceci, ouvrez. Mais vous savez, votre carte d'identité, on vous ouvre un compte bancaire. Donc, c'est ce que nous avons la somme des comptes bancaires. Vous déposez votre argent. Aujourd'hui, vous avez même des possibilités également d'emprunter de l'argent. Donc, c'est ce que nos banques devraient faire. Amener d'abord des gens à avoir la confiance en leurs institutions. Deuxième chose, qui finance-t-on? Des gens qui ne sont pas justiciables. Quand je parle de ce taux qui est élevé au Cameroun, les gens qu'on finance sont des gens qu'on n'amène pas en justice, mais qui ont donc la capacité de venir dans un cabinet et vous dire, je vais lancer un tel projet qui va coûter 200 milliards, il va dans un cabinet qui sait monter des projets. Et quand il arrive dans la banque, le PDG le reçoit dans son cabinet, café, whisky, champagne, et 2 jours après, on lui accorde le crédit parce qu'il est bien monté et puis parce que c'est quelqu'un qui a une caution, peut-être parfois seulement au niveau de son nom, c'est le fils de, c'est quelqu'un... Là de bon garant. Voilà. Aucune garantie, parce que la garantie, vous allez voir après que cette garantie, c'est elle qui amène les banques à la faillite. Non, son nom est une garantie. Oui, mais une garantie il y a la réputation, la réputation du demandeur de fonds. Alors, il vient donc à la banque, on dit 2 jours après, vos 200 milliards sont prêts, vous pouvez commencer à prendre. Okay. Il n'a même pas fait le business plan, parce que ce qu'il a fait écrire là, c'est le cabinet. Tout de suite, le premier investissement, c'est sur les grosses voitures, il prend les bodyguards et on les voit dans les supermarchés, dans toute la ville. L'entreprise est déjà en marche. L'entreprise est en marche parce que le premier argent qu'on met, on dit qu'on va faire ceci. Je ne veux pas seulement prendre des exemples. Nombreux là. On va faire ceci, on va faire cela. Allez, on recrute des jeunes gars qui sont donc bien habillés, ils ont des véhicules. Les premiers 100 milliards finissent, vous n'avez produit rien de ce que vous avez dit. Le banquier commence à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'échéance commence à être inquiétante. Comment est-ce qu'on fait? Quand il arrive, mais vous n'entrez même plus chez lui. Parce que ces gardes ne vont même pas vous laisser entrer dans son entreprise. Le PDG n'aime pas vous dites que vous allez porter plainte, le magistrat vous dit, je ne veux pas de problème ici. Ce monsieur, moi je ne peux pas le convoquer ici. Voilà donc un système judiciaire qui fait que le banquier n'est pas protégé. Et vous savez, quand l'argent n'est pas protégé, quand il n'y a pas une confiance en matière de transactions financières, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance en la justice, ça veut dire que le secteur est très très mal positionné. Parce que lorsque vous allez prendre votre argent et le donner à quelqu'un, vous devez être sûr que s'il ne rembourse pas, vous avez un mécanisme contraignant de le faire. Mais aujourd'hui, tel que vous le dites, ce n'est pas possible. Il y a également que nos banques donc, qui n'ont pas appris à faire dans le crédit, à attendre le reste, vous allez avoir votre marché, vous allez le voir, il attend sur place, on vous accorde le marché, il vous donne 40% pour faire ceci, il n'a même pas étudié le marché. Vous avez étudié, vous dites, pour réaliser, il me faut 40-50%. Il vous donne le minimum. Finalement, vous n'arrivez même pas à réaliser le projet, donc vous ne pouvez même pas être payé par celui qui vous a passé commande. Et maintenant,
qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, vous n'avez pas pu payer, il commence à chercher si vous avez des maisons, des titres fonciers pour se faire rembourser. Pour dire que ces banquiers qui restent sur place ne connaissent pas le boulot d'une banque qui cherche de l'argent. Parce que bientôt, les 21 services seront appliqués à tous les niveaux. Et les 50 000 qu'ils prennent à chaque client tous les mois, là, ils ne les auront plus. Ça va être difficile pour les banquiers qui ont pensé qu'ils vont rester dans leur bureau et continuer de racketter les citoyens et les clients. Alors, il y a une autre catégorie qui a quand même une bonne volonté. Il s'agit de quelle catégorie? Une catégorie d'hommes d'affaires. Je pense que c'est une structure entre affaires et la banque qui contracte un marché et qui vient voir le banquier. Le banquier donne le montant sollicité et il a la garantie. Mais celui qui a passé commande, parfois l'État, qui est aujourd'hui endetté à plusieurs milliers de milliards, ne paye pas à temps. Retard de paiement. Retard de paiement, 2 ans. Vous êtes parti sur un maximum, si en zone au Cameroun c'est 60 jours, quand on a liquidé votre créance. En zone, ce max, c'est 90 jours, donc 3 mois. Mais vous avez des gens qui se baladent aujourd'hui avec des créances de 10 ans, qu'il avait pris, contacté pour peut-être 6 mois, 1 an. Comment est-ce qu'il va rembourser? D'accord. Avec les crédits, les intérêts qui n'ont fait que se multiplier. Donc, il y a d'un côté les premiers responsables qui sont les pouvoirs publics, et il y a des malhonnêtes, et il y a des autres qui sont couverts, qui ne peuvent pas aller devant la justice. Et il y a maintenant que les banques doivent savoir que ouvrir un établissement, c'est bien, mais c'est en allant voir le client, parce que la première garantie, c'est votre client. Il faut aller sur le terrain. C'est votre client. Alors, je suis venu vous dire que j'ai ceci, je vais produire cela. Ok, quand vous avez regardé les papiers, vous allez sur le terrain, regardez, est-ce que ce que je vous dis est faisable? Si c'est faisable, est-ce que c'est réalisable? Si c'est réalisable, est-ce que c'est finançable? C'est finançable à quel rythme? C'est cela qui devrait se faire pour éviter qu'on arrive à ce niveau-là. Mais le dernier point, c'est l'indépendance de la justice. D'accord. Si la justice n'est pas indépendante, pouvoir saisir même le chef de l'État pour qu'il paye ses dettes, ça veut dire que cette économie est morte. Merci François Mbouké pour ces explications. Vous êtes dans votre élément. Il faut rappeler que vous êtes le DP du journal Diapason qui traite bien sûr des sujets économiques. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans le sujet. Eh bien, Alain Douk, il faut revenir sur cette interrogation ce matin. Beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont du mal à avoir des financements qui viennent des banques. Les banques qui hésitent souvent à accompagner certaines jeunes entreprises, à accompagner certains jeunes entrepreneurs. Il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu. Vos co-panélistes ont d'ailleurs évoqué certains paramètres. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que les banques hésitent, hésitent à accompagner les jeunes entrepreneurs, beaucoup plus les jeunes entrepreneurs? Je vais donner 2 citations. Et puis je vais faire mon analyse par rapport au sujet qui est à l'ordre du jour ce matin. Bien. Écoutez, la banque, certains vont vous définir la banque comme étant le lieu, l'endroit où on prête de l'argent à ceux qui peuvent prouver qu'ils n'en ont pas besoin. Oui. Donc, vous voyez donc que ça crée un problème d'accessibilité de la banque, du système bancaire. On peut donc comprendre que d'aucuns ont compris le problème et c'est donc développer donc la finance de proximité au travers de ce qu'on a bien voulu appeler la microfinance. C'est de la finance de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un pan du marché bancaire qui était là et qui n'était pas géré par le système bancaire bien ancré. Donc il fallait changer les mécanismes pour aller toucher certaines couches, et notamment les plus vulnérables sur le plan financier ou économique, les plus précaires. Donc, le banquier, c'est qui? C'est quelqu'un qui vous donne du parapluie, un parapluie, quand il fait beau temps, et vous le reprend dès qu'il pleut. Donc, ce ne sont pas des institutions fondamentalement morales ou charitables. Il faut déjà qu'on soit clair là-dessus. Je vais rajouter à l'eau du moulin d'Ibrahim qui a bien expliqué quelque chose tout à l'heure. Bah,
ils utilisent l'épargne, etc., pour mener un certain nombre d'activités qui génèrent à leur niveau, pour ceux qui sont actionnaires dans les banques, des dividendes. Oui. Mais j'espère que vous savez que dans le contexte camerounais, les banques sont surliquides. Ça veut dire qu'elles font beaucoup de profits. Donc ça veut dire qu'en tant qu'entité juridique, des banques ont même des liquidités à elles. Mais vous verrez qu'elles ne vont jamais prendre le risque d'engager leur liquidité propre dans quoi que ce soit. Donc, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, un des problèmes ici, c'est le risque lié au défaut de paiement de ceux à qui elle doit donner son argent. Ça, tant que c'est comme ça, elle ne vous donne pas son argent. Oui. Bien. Maintenant, il y a un autre problème aussi qui est lié à nous, dans notre contexte. Vous savez que le taux de bancarisation au Cameroun est vraiment faible, vous le savez. Exact. Hein? Je ne sais même pas si on passe les 20% par rapport à la population globale du pays. Le taux de bancarisation est faible. C'est peut-être pourquoi, tu le disais tout à l'heure, les nouveaux systèmes électroniques des opérateurs ont eu pignon sur rue finalement. Oui. Bon, il y a un problème quand même aussi qu'il faut relever ici par rapport à notre rapport aux banques, en ce qui concerne le financement des petites unités de production, des PME, etc., qui constituent d'ailleurs l'essentiel de notre système du tissu productif. C'est que l'essentiel de nos PME ne sont pas vraiment dans la formalité. Ni la transparence. C'est-à-dire que le plus clair de ce qu'on fait au niveau de ces unités de production ou de services, c'est informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rigueur qui va avec quelque chose de sérieux lorsqu'on va se présenter devant une banque pour solliciter ses moyens. Est-ce qu'il y a des états financiers formels, clairs, objectifs? Est-ce qu'on tient une comptabilité sérieuse? Vous voyez donc que c'est des choses faites à partir de briques et de rapports de force, de normes. Voilà. Donc vraiment, quand le banquier voit aussi ça, il n'y a pas de lisibilité. Il n'y a pas de lisibilité. Je dis, vraiment, c'est pas très professionnel. Et si c'est déjà comme ça à ce niveau-là, moi je n'ai même rien sur lesquels, de façon formelle, je peux m'appuyer pour essayer de développer une certaine prospective liée au crédit que je vais engager. Je ne vais pas prendre le risque et c'est vous-même qui vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc là, au moins, il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui. Combien là, parmi les meneurs, les promoteurs de nos PME là, vraiment sont très rigoureux au niveau des bilans, états financiers, comptabilité. Quand vous venez chez le banquier, lui fait voir ça. Est-ce que cette comptabilité-là rassure même? Est-ce que voilà, et quand elle est tenue, est-ce qu'elle est rassurante? Je te parle une seconde. Oui, François. Il faut dire que quand je vous écoute, vous pensez que l'économie qui fonctionne la mieux, c'est elle qui est formalisée et formelle avec toute la paperasse. Et nous l'avons dit. Ceux qui viennent donc avec la paperasse prennent l'argent et ils ne remboursent pas. Non, la dialectique. Alors que nous devons connaître, le banquier doit connaître le système dans lequel il est. Non, François. Oui. Vous avez des jeunes gens, je vous remets à votre parole tout de suite. Vous avez des jeunes gens qui sortent de l'école. Ils ont fait Polytech, qui peuvent arranger d'un certain nombre de choses. Vous-même, le banquier, vous n'êtes même pas du secteur. Mais comment vous faites pour déterminer même déjà le travail qu'ils vont faire pour pouvoir faire quelque chose? Qu'est-ce que on devrait faire pour des jeunes qui n'ont rien? Recourir aujourd'hui à certaines entités qui vont peut-être regarder la faisabilité de votre projet et le suivi. Si l'État ne le fait pas, parce que dans d'autres pays, il y a des groupes qui sont créés par l'État qui encadrent les start-up qui arrivent. Maintenant, il y a dans d'autres milieux ces jeunes qui arrivent, qui n'ont pas, qui ont cette âme de réussir, qui vous développent un projet qui est bancable. Oui. Mais ils n'ont donc pas de ressources, ils n'ont pas de garantie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la sous-région, on a créé pour essayer de limiter une sorte de banque de fonds de garantie pour que si une banque arrive à la faillite, que les épargnants ne soient pas pénalisés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire
nous avons le Fonds national d'emploi ici, on a ici cela. On peut dire, lorsque vous avez un projet... Mais François, la procédure peut être longue. Oui, mais finalement, tu ne me rends pas la parole. Pourtant, c'est moi qui effectivement, vous ne prenez pas quelqu'un qui sort de l'école et pensez que c'est demain qui va vous rembourser. Vous le prenez pour en faire un industriel. Mais c'est pour ça que je dis, vous devez comprendre que le banquier qui s'installe ne doit pas être dans le court terme. Bon, vas-y. Je pense que l'aîné François n'a pas fait attention aux citations. Elles n'ont pas été données pour rien. Elles n'ont pas été données pour rien avant mon analyse. Pour te dire que si tu penses que fondamentalement, les banques vont s'inscrire dans ton paradigme quasi, entre guillemets, charitable, c'est pas le cas. La plupart du temps, vous allez voir que... Non, j'ai dit entre guillemets, j'ai compris où tu vas en venir. Écoute, quelqu'un ne va pas aller prendre le risque de faire ce qui... dans son sens, il fait déjà une activité qui marche plutôt bien, il est liquide, il va aller prendre, non, je suis dans François, c'est-à-dire que c'est pragmatique. Regarde un peu, quand tu prends des risques, on t'a laissé parler, il faut que tu me laisses parler. Quelqu'un mène une activité dans un cadre qui est sécurisé, il ne prend pas de grands risques et c'est extrêmement lucratif. Tu veux qu'il engage ses fonds pour quelque chose qui est extrêmement risqué. Donc il quitte de sa zone de confort. Toi, tu sais que c'est démontré en psychologie et même dans la théorie des managements que les gens n'aiment pas le changement. Moi, donc, je vous parle pas. Non, tu vas recevoir pas la parole combien de fois? Il faut au moins. C'est-à-dire que tu ne vas pas, tu vas pas aussi exiger de nos jeunes entrepreneurs qu'ils balbutient, qu'ils ne prennent pas au sérieux les problématiques autour des états financiers convaincants, par exemple. Non, on a déjà abordé ce problème ici dans plusieurs éditions de ce jour thématique pour dire aux gens que non, lorsque vous dites que vous voulez être entrepreneur, prenez quand même un minimum de temps, même si vous ne serez pas expert, vous devez avoir des outils, des compétences dans un certain nombre de domaines techniques liés à la gouvernance d'une unité entrepreneuriale, une unité de production. Vous devez quand même connaître quelque chose de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique, de la comptabilité de gestion, etc. Vous devez connaître ces choses. Donc, les gars sont là, ils sont là dans une embrouillamini, mais tu penses que quand tu vas venir vers le banquier va s'engager alors qu'il n'a pas de garantie de documents objectifs qui lui permettent même d'apprécier même de la rentabilité même de ton activité. Il fait donc comment? Maintenant, je sors par là. Oui. Bien. Il y a aussi en fait, comme ce n'est pas structuré, et c'est comme ça aussi, là je suis d'accord avec Lénie François, mais écoutez, le banquier lui aussi fait comment là, dans un contexte où il a peur, parce qu'il s'il prend le risque de te donner son argent, il ne peut même pas garantir que si ça fait Kazakh, ça part Kazakh comme on dit au quartier, il peut activer un certain nombre de mécanismes qui garantissent que vraiment le droit sera dit, il va rentrer d'une manière ou d'une autre dans ses fonds. Maintenant, d'ailleurs, les gars veulent toujours être rassurés. Le patrimoine, etc. Bon, quand il n'y en a pas, le banquier lui aussi, il regarde à tout ça, il ne veut pas prendre de risques. D'où le développement de la microfinance, de la finance de proximité. Oui. Donc, le marché doit être segmenté. Il y a les banques telles que je suis en train de les décrire avec leurs critères, et il y a la perspective que décrit le grand François. Justement, ça donne donc un marché important. Et on voit donc comment des gens sont partis donc justement de cette banque ou finance de proximité pour devenir des banques avec un autre statut. Vous voulez qu'on commence à citer les noms? Voilà. Or, eux, ils ont donc, ils sont entrés dans le créneau développé là, présenté par l'aîné François, pour comprendre que non, mais ce que le système standard est en train d'abandonner, nous on peut utiliser le filon en question et faire du profit là-dessus, et ils le font. Donc chacun choisit donc sous quel aspect il va attaquer le problème. C'est ce que voilà. Là on est réconcilié, d'accord. C'est ce que je veux dire, parce que les grandes banques que nous avons au Cameroun sont parties de financement de l'informel. Pour dire que celui qui crée une entreprise ou un business, si vous voulez, ne doit pas absolument tout connaître de la fiscalité et autres. On peut être dans l'informel sans rien connaître, mais avoir une idée quand de l'autre. Mais celui qui veut quand même de l'argent à la banque doit être... Mais si c'est bien cela le cas,
Afriland n'existerait pas, c'est à haute, la régionale. C'était les petites, ils ont commencé dans les chambres de microfinance. Quand ils avaient financé les Baye Amselam, ils n'avaient pas un dossier fiscal. Donc il faut le mettre en... Ça, c'est dans clair. cette économie, les Baye Amselam n'ont pas un dossier fiscal. Ils ont commencé par là et ils le font encore aujourd'hui dans des marchés. Ils vont prélever 1000 francs par jour, 1000 francs par... Et puis, ils font grandir le business. Donc, le banquier qui a l'œil pour essayer de grandir, peut aller vers ce marché. Et qui n'est pas négligeable. Et qui a même fait ce qu'on a aujourd'hui, tous ces grands que nous citons. Donc, on est réconciliés. On est réconciliés. Ça va, c'est bon.